Salut les sorcières, salut les frères-ciers et bienvenue sur Biche Lunaire. Aujourd'hui, je tente de répondre à deux questions que vous me posez extrêmement fréquemment sur les réseaux sociaux, mais aussi en librairie. Quelles sont les différences entre tarot et oracle et comment faire son choix parmi toute l'offre qui existe? C'est parti! Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la différence la plus évidente, qui est la différence sur la forme. En effet, lorsque l'on parle de tarot, on parle le plus généralement du tarot de Marseille et du Rider-Waite. Ces deux tarots ont des choses qui sont fixes dans leur forme. Pour commencer, le nombre de cartes. Un jeu de tarot est composé de 78 cartes, 22 cartes dites majeures et 56 cartes dites mineures. Autre élément fixe à l'intérieur de ces jeux, les noms des cartes et leurs symboles. Nous verrons tout à l'heure qu'il y a quelques différences entre le tarot de Marseille et le Rider-Waite, mais globalement, ce que l'on appelle un tarot comporte des choses qui seront immuables. Alors que dans les oracles, le nombre de cartes est totalement aléatoire et peut varier par exemple entre 35 ou 50 cartes suivant les jeux. Autre élément qui ne sera pas fixe, les noms des cartes, leurs symboles. Car en fait, cela va totalement dépendre de la thématique qui a été choisie par le créateur ou la créatrice de l'oracle. Et enfin, il y a une grande différence historique puisque les origines du tarot de Marseille vont remonter au XVe siècle, alors que les oracles tels que nous les connaissons actuellement sont vraiment très récents. On est vraiment sur la deuxième partie du XXe siècle. Il m'est déjà arrivé de lire sur internet que la différence entre les tarots et les oracles est que les tarots seraient plus pour la divination, c'est-à-dire pour lever le voile de l'avenir, et que les oracles seraient plus un outil quotidien de développement personnel. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce type de définition parce que je les trouve vraiment raccourcis. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de nous intéresser au tarot. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai des images concrètes des cartes. Pour commencer, le tarot de Marseille. Son origine historique serait plutôt italienne au XVe siècle. Au niveau de son nom déjà, l'origine du nom tarot dit de Marseille n'est pas due au fait qu'il est né à Marseille, parce qu'on l'a vu, il est d'origine italienne, ni du fait qu'il était imprimé, par exemple, uniquement à Marseille, ou que son créateur, dans sa version française, par exemple, eût été marseillais. En réalité, on utilise ce nom parce que, au niveau des sources historiques, on a retrouvé un inventaire à Marseille, et dans cet inventaire, il était fait mention d'un jeu de tarot, et ça a donné le nom qui est resté. Mais il faut savoir que au niveau des tarots, il y a eu au cours des siècles énormément de noms différents. Il y a eu un tarot de Paris, un tarot de Lyon, un tarot de Besançon, des tarots belges, des tarots suisses. Mais tous ces tarots ont fini par aboutir à la forme que nous connaissons de nos jours, qui a été vraiment popularisée et institutionnalisée en 1930, qui est le tarot de Marseille. Si on le connaît depuis le XVe siècle et on sait qu'il avait déjà été créé à la base pour jouer, pour des parties de jeux de cartes, au niveau de la divination, il semblerait que son usage soit beaucoup plus récent et que tout cela ait été théorisé au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Néanmoins, pas mal de personnes qui utilisent le tarot de Marseille, et dont je fais partie, avons l'impression que dès le départ, au niveau des arcanes majeures, il a été organisé de manière initiatique. Alors je ne dis pas que l'usage de ces cartes en divination était là depuis le départ, parce que clairement c'est pas forcément le cas, mais au niveau de son aspect d'initiation, je fais partie de ceux qui pensent que les théories sont arrivées peut-être un peu plus tard, mais que dès le départ, dans la conception du jeu, il y avait quelque chose qui laisse des indices quand même. Par exemple, voici un tarot de Marseille. Là, vous avez les 22 arcanes majeures, et vous le voyez, ce sont des cartes qui sont numérotées. Vous avez à chaque fois le numéro de l'arcane et son nom. Il y a deux exceptions. Il y a une carte qui n'est pas numérotée, qui est le mat ou bien le fou, que l'on peut placer au début du jeu ou bien à la fin du jeu, suivant les personnes. Et vous avez une deuxième exception, qui est l'arcane numéro 13, qui elle est numérotée, mais ne porte pas de nom. L'arcane sans nom est l'arcane de la mort. Et vous avez là les arcanes mineurs d'un jeu de tarot de Marseille. Avec bien sûr les bâtons, les épées, les coupes
et les deniers. Pour vous donner une idée de son aspect initiatique, si on prend la carte numéro 1, qui est celle-ci, la carte du battleur, qu'est-ce que vous pouvez observer sur la table? Eh bien, les éléments que vous retrouverez dans les arcanes mineurs, l'épée, la coupe, le bâton, les deniers. Vous observez également que la forme de son chapeau dessine un 8 horizontal qui est le signe de l'infini. Autre élément qui peut vous intéresser, c'est que si vous observez bien la table, elle ne possède que 3 pieds. L'initié est au début de son voyage, au début de son parcours. Il n'est pas complet, il ne possède pas toutes les connaissances et le 4e pied de la table, c'est-à-dire la stabilité, c'est-à-dire la connaissance totale, il ne l'obtiendra qu'à la fin de son voyage. Mais il a déjà tous les éléments en lui pour commencer sa route et pour parvenir à son but. Et donc ce fameux tarot de Marseille est le tarot le plus connu et le plus utilisé par les francophones à l'heure actuelle. À la différence des anglo-saxons qui, eux, vont utiliser le tarot du Rider-Waite. Ce tarot a été créé par Arthur Waite et Pamela Colman-Smith au tout début du XXe siècle. Il s'agit en fait d'une version retravaillée du tarot de Marseille. La différence est que là, le jeu a été pensé et a été retravaillé pour être vraiment dans un aspect de divination, mais aussi tout un aspect ésotérique propre à l'héritage du 19e siècle. Déjà, au niveau divinatoire, le but était de simplifier le tarot de Marseille, c'est-à-dire de rendre les arcanes mineurs, donc les 56 autres cartes, beaucoup plus parlantes. Donc ça, c'est une des plus grosses différences entre le tarot de Marseille et le Rider-Waite. Vous aurez des arcanes mineurs plus détaillées, plus parlantes et beaucoup plus faciles à utiliser en divination, beaucoup plus faciles à interpréter. Et vous le verrez, il y a aussi quelques différences entre les noms des cartes des arcanes majeures. Parce que le tarot de Marseille, on ne peut pas le nier, est historiquement lié plutôt à un héritage, on va dire, latin et chrétien. Et l'idée du Rider-Waite était plus d'être dans l'occulte, c'est-à-dire ce qui est caché, ce qui est secret, mais également plus d'un point de vue ésotérique, dans un héritage 19e siècle, un héritage de magie et d'ésotérisme, dont la symbolique est vraiment détachée du christianisme. D'ailleurs, on peut souligner le fait que Arthur Waite était membre de la Golden Dawn, c'est-à-dire de l'Aube dorée. C'était un ordre de magiciens, de sorciers du 19e siècle et début 20e siècle, dans lequel on pouvait également retrouver Aleister Crowley. Là, vous avez sous les yeux un jeu de tarot du Rider-Waite. Donc vous allez avoir certaines cartes qui seront très proches entre le tarot de Marseille et le Rider-Waite, mais vous aurez également des cartes qui seront bien différentes. Ne serait-ce que la toute première carte qui, dans le Rider-Waite, s'appelle le Magicien. Dans le tarot de Marseille, nous avions le battleur. Alors, il y a bien sûr des symboles qui sont communs. Si vous observez, vous retrouvez le signe de l'infini au-dessus de la tête du personnage. Vous retrouvez également sur la table les éléments des arcanes mineurs, le bâton, l'épée, la coupe et le pentacle à la place du denier dans le Rider-Waite. Mais vous n'avez pas, par exemple, le symbole de la table à 3 pieds. On va dire que l'aspect initiatique est plus mis de côté par rapport à la divination. Autre chose différente, si vous prenez la carte de la mort, la carte numéro 13, eh bien nous avions vu que dans le tarot de Marseille, c'était l'arcane sans nom. Eh bien dans le Rider-Waite, le nom est noté dessus. Et bien sûr, je vous le disais, la différence et le but vraiment de différenciation du Rider-Waite, c'était de rendre les arcanes mineures plus parlantes, donc d'avoir à chaque fois une symbolique qui sera détaillée avec un dessin spécifique pour chaque carte, ce qui permet une interprétation en divination facilitée et un usage facilité des arcanes mineurs par rapport au tarot de Marseille. Donc voici mon avis sur ces deux tarots et comment personnellement j'utilise le tarot de Marseille. Pour moi, le tarot de Marseille, c'est vraiment un jeu d'initiation, un peu comme les runes. C'est un sentier initiatique où l'initié va apprendre à faire la différence entre le monde matériel et le monde spirituel, va se poser tout un tas de questions, va subir tout un tas d'épreuves pour s'éveiller spirituellement. Quant au Rider-Waite, nous l'avons vu, vous avez le même aspect initiatique, mais vous avez en plus tout un tas de questionnements en rapport avec l'ésotérisme du 19e siècle, et vous avez un côté divinatoire et d'interprétation des cartes qui sera favorisé.
Par exemple, on pourrait ne pas utiliser ou quasiment pas utiliser le tarot de Marseille en divination, même si je sais que c'est un usage qui est extrêmement répandu. Mais dès qu'on s'intéresse à son histoire, on peut se poser la question, est-ce vraiment légitime d'utiliser le tarot de Marseille uniquement en divination et en mettant de côté son aspect initiatique qui est tellement important? Est-ce qu'un pratiquant qui serait intéressé uniquement par la divination n'aurait pas plutôt intérêt à se tourner vers le Rider-Waite qui a été élaboré spécifiquement pour. Là, bien sûr, il ne s'agit que de questions que je me pose, que vous pouvez vous poser. Il est évident que je n'ai pas la réponse absolue. Nous allons maintenant nous intéresser à quelques cas particuliers, car nous allons évoquer les sujets du tarot de Mademoiselle Lenormand, l'oracle de Béline et le tarot égyptien. Ces cas particuliers, vous allez le voir, vont nous ramener au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle et du coup à l'usage des cartes en divination qui s'est largement répandu jusqu'à devenir de nos jours, dans l'esprit des gens, l'unique usage de ces cartes. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, le tarot c'est uniquement pour dévoiler l'avenir. Alors qu'on vient de le voir, c'est beaucoup plus que ça. Commençons avec le tarot de Mademoiselle Lenormand. Ce qui compte, c'est de nous intéresser à l'histoire de cette personne. En fait, il s'agit d'une libraire et cartomancienne célèbre de la fin du XVIIIe et début du XIXe siècle, qui était connue des grands noms de son époque pour ses talents en divination. Ça lui a d'ailleurs valu quelques problèmes et quelques procès. Il faut savoir en fait que Mademoiselle Lenormand utilisait des cartes de jeu françaises classiques qu'elle annotait pour réaliser ses divinations, c'est-à-dire des cartes avec les cœurs, les piques, les trèfles, etc., avec ses annotations, et c'est comme ça qu'elle travaillait en divination. Les jeux que l'on vend actuellement sous l'appellation Mademoiselle Lenormand, vous avez souvent une image avec un dessin un peu symbolique, un peu gravure, et par-dessus une carte de jeu classique. Donc, faut savoir que les jeux Mademoiselle Lenormand sont des jeux attribués à Mademoiselle Lenormand. On est plutôt sur des réinterprétations récentes, des choses, des outils où on va mettre son nom dessus, mais ce ne sont pas forcément des jeux qui ont été créés et conceptualisés par Mademoiselle Lenormand à son époque. Passons ensuite à l'oracle de Béline. Contrairement à ce que l'on pense, l'oracle de Béline ne porte pas le nom de son créateur, mais le nom de la personne qui l'a remise au goût du jour. Il s'agit d'un jeu de 53 cartes qui a été créé par Jules Charles Ernest Billaudot, appelé en son temps le Mage Edmond. Donc là, on est plutôt au 19e siècle, et ce jeu que ce Mage Edmond a créé est en fait un mélange entre le tarot de Marseille et le premier jeu d'Éteilla. Retenez ce nom d'Éteilla, on va y revenir ensuite. Et pour terminer, nous allons parler du tarot égyptien. Le tarot égyptien est apparu au XVIIIe siècle. Alors, la légende voudrait que ce soit le dieu Thoth qui ait mis en forme un certain nombre de tablettes qui allaient nous révéler des choses et que le tarot égyptien serait en fait un moyen de nous faire parvenir la science occulte du dieu Thoth. Dans les faits, son créateur s'appelle Jean-Baptiste Aliette, dit Éteilla. Ce monsieur qui, en plein dans la redécouverte de l'Égypte, en pleine égyptomania, comme on l'appelait, sur les 18e et 19e siècles, a créé ce jeu qui s'est appelé le jeu du grand Éteilla. Ce monsieur était un très grand cartomancien de son époque qui avait notamment parmi ses consultants Joséphine de Beauharnais. Vous avez maintenant sous les yeux un tarot égyptien, ce qui vous permettra d'avoir une petite idée aussi de comment ça se compose. Donc vous avez des cartes, vous avez également les arcanes majeurs. Là par exemple, vous avez les astres, la force, l'écroulement, le repos. Et en plus de ces arcanes majeurs, vous retrouvez des arcanes mineures, comme par exemple les coupes ou bien les épées. Donc voilà pour ces trois cas un petit peu particuliers qui nous ramènent vraiment entre le XVIIe et le XIXe siècle et qui nous ramènent totalement dans ces périodes de théorisation et de redécouverte de l'occulte et de l'ésotérisme. Et d'ailleurs, ces siècles ont vraiment façonné l'image que le grand public a encore du tarot et des jeux divinatoires, et ont façonné aussi l'image que les gens ont du mot occulte, la couleur que l'on donne au mot occulte encore aujourd'hui, parce qu'à la base, le mot occulte désigne simplement
ce qui est caché, ce qui ne se voit pas. Mais dans l'imaginaire collectif, dès qu'on prononce le mot occulte, on va avoir des idées qui vont nous mettre vers quelque chose de sulfureux, vers la magie noire, vers ce que l'on appelle la magie et la sorcellerie cérémonielle. Et toutes ces images ont vraiment été façonnées au cours de ces époques par tous ces grands noms, tous ces personnages que je viens d'évoquer devant vous. Et encore aujourd'hui, au niveau des films, au niveau des séries, même si on prend une série Netflix qui est très récente, comme par exemple Les Irréguliers de Baker Street, je ne sais pas si vous avez vu cette série, très rapidement, on va faire mention de Aube dorée, du tarot, et qui clairement est le tarot du Rider-Waite. Et tout ce mélange entre occulte, sulfureux, sombre, magie noire parfois, magie cérémonielle, choses très codifiées, tendance avec l'occulte égyptien. Tout ça, c'est vraiment des choses qui sont nées au cours de ces siècles et qui, aujourd'hui encore, dès qu'on prononce les mots magie, sorcier, viennent énormément dans l'esprit des gens. Alors, bien sûr, c'est un pan de l'histoire de la magie qui est très très important. Il y a encore des gens qui, pour eux, pensent sincèrement que la magie, et eux-mêmes pratiquent, pour eux, la seule magie valable, c'est cette magie-là. Mais selon moi, c'est certes un morceau très important de l'histoire de la magie et de la sorcellerie, mais ça n'est évidemment pas le seul. Du coup, si vous deviez faire un choix entre ces différents tarots par exemple, je dirais que si vous êtes intéressé par un travail d'initiation spirituelle, il vaudrait mieux vous tourner vers le tarot de Marseille par exemple, et bien sûr, vous pouvez aussi vous en servir si vous êtes intéressé par la divination. Et ce qui vous intéresse tout particulièrement, c'est l'aspect divinatoire. Si ce que vous voulez, c'est lever le voile de l'avenir, car cela fait partie de vos croyances, eh bien je vous dirais de vous tourner peut-être vers le tarot de Mademoiselle Lenormand ou l'oracle de Béline. Et si vous êtes plutôt attiré par des questions ésotériques, eh bien tournez-vous peut-être vers le tarot égyptien et pourquoi pas le Rider-Waite. Et vous l'aurez sûrement remarqué, il existe de nos jours d'innombrables tarots. Vous allez trouver le tarot des elfes, le tarot des oiseaux, le tarot des anges, etc. etc. Normalement, ces tarots vont quand même répondre au nombre de cartes précis. Vous aurez les arcanes majeures et les arcanes mineures, mais elles seront retravaillées avec la symbolique qui aura été choisie dans cette version revisitée du tarot. J'ai vu qu'il existait par exemple un tarot Art Nouveau, où vous allez retrouver donc toutes les cartes classiques du tarot que l'on vient de voir, mais avec des dessins retravaillés dans un style Art Nouveau. Là aussi, vous pouvez tout simplement vous sentir intuitivement attiré vers un style de carte plutôt qu'un autre. Nous allons maintenant achever cette vidéo en nous intéressant aux oracles. J'espère que les parties d'avant ont pu un petit peu démystifier pour vous le tarot, parce que c'est vrai qu'il y a un autre cliché aussi, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est beaucoup plus compliqué d'utiliser un tarot que d'utiliser un oracle. Alors pour moi, c'est pas plus compliqué, c'est juste que ça demande un petit travail de recherche, un petit travail de préparation au départ au niveau des tarots. Par contre, leur usage n'est pas plus compliqué qu'un oracle, mais il est vrai que du coup, quand vous achetez un oracle, eh bien vous allez pouvoir peut-être vous en servir beaucoup plus rapidement. C'est un outil qui va être beaucoup plus clé en main. Je dirais qu'en ce qui me concerne, j'utilise les oracles plutôt dans un usage quotidien par rapport au tarot. Pour moi, le tarot revêt peut-être un aspect un peu plus sacré que les oracles, ce qui me permet de me dire que je vais peut-être au jour le jour avoir envie de faire des petits tirages comme ça assez ponctuels, ou peut-être juste une seule carte pour avoir la tonalité du jour, pour avoir une guidance du jour. Et pour moi, c'est plus simple de le faire directement avec un oracle, même si je sais que certaines personnes utilisent les tarots pour faire la même chose. Mais pour moi, ce qui va vraiment différencier les oracles et les tarots, ça sera que déjà, l'oracle est, je pense, plus un outil de développement personnel concret et va, en fonction des oracles, permettre un travail assez ciblé, travail émotionnel ou d'un travail sur certaines questions précises qu'on va avoir dans notre vie. Pour finir sur les oracles, je vais rapidement vous montrer quelques oracles et vous expliquer comment je me sers en particulier de ces oracles-là. Je commence avec l'oracle du peuple animal, qui est probablement mon oracle préféré et celui que j'utilise le plus souvent au quotidien.
Comme dans la plupart des oracles, vous avez un certain nombre de cartes et à l'intérieur de votre coffret, vous retrouvez un livret. Dans votre livret, vous avez l'explication de chaque carte, bien sûr. Et vous avez, ne vous inquiétez pas, toujours des modes de tirage qui sont indiqués au début du livre. D'ailleurs, je vais vous mettre un lien vers une vidéo que j'avais déjà faite sur les oracles pour vous expliquer comment vous les choisir, vous les approprier, les purifier et comment varier vos tirages. Donc celui-ci, typiquement, je vais m'en servir dans un usage quotidien, quasi quotidien, en guidance, pour demander un message. J'aime bien poser la question suivante, qu'est-ce que je ne vois pas? C'est-à-dire qu'est-ce que je ne veux pas voir? Tirer une carte, lire le message, parfois laisser décanter quelques jours, et au bout de quelques jours, j'ai comme une évidence, une réponse qui me vient. Autre exemple d'oracle qui peuvent vous permettre des travails très spécifiques, l'oracle des sirènes, donc totalement en lien avec l'élément eau, qui va me permettre un travail plutôt sur les émotions. Ce qui pour moi va faire un bon oracle, c'est justement ça. C'est que vous avez une intention dès le départ chez l'auteur, dans le style des cartes, mais également dans les appellations. Vous avez une cohérence en fait. Celui-ci, c'est un travail sur les émotions et sur la féminité, sur le mystère. Et dès le départ, vous sentez que cette intention est très présente chez l'auteur. Il y aura tout un travail comme ça qui sera facilité grâce à ces cartes. Et au niveau du livret, pareil, ce qui va faire un bon oracle, c'est que les symboliques des cartes auront un vrai sens, auront vraiment quelque chose qui va vous parler. Alors bien sûr, ça peut varier d'une personne à l'autre, mais je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont vraiment très bien faites. Vous avez des auteurs qui sont très connus et reconnus dans le milieu des oracles. Là, on a vu Arnaud Rioux avec l'oracle du peuple animal. Vous avez Lucy Cavendish avec l'oracle des sirènes. Vous êtes sur quelque chose de très sérieux et de très cohérent entre la thématique, la symbolique et l'usage que vous aurez des cartes. Dans la même veine, vous avez l'oracle Sagesse des dragons qui permet bien sûr un travail sur l'élément feu, mais pas que, parce que le dragon n'est pas que en lien avec l'élément feu. D'ailleurs, pareil, et là c'est pareil, dès le départ, vous avez une volonté de faire tout un travail sur les dragons et dès le départ, une volonté d'initiation vers les rencontres de guides spirituels et de guides dragons. Vous avez même des propositions complètes de méditation ou de visualisation de rencontres avec des dragons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura permis de répondre à vos questions. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair entre les différences entre les tarots et les oracles et que vous avez pu obtenir quelques pistes pour faire vos choix de votre côté. Je vous remercie infiniment pour avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis et à ajouter des choses en commentaire. Vous savez que je lis et que je réponds à chacun d'entre eux. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.